Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission spéciale d'Express Orient consacrée aux élections législatives en Israël. Cécile Galuccio, notre ancienne correspondante dans le pays, sera avec nous pour nous éclairer. Avec elle, nous tenterons de comprendre comment fonctionne le système électoral israélien. Nous reviendrons sur les enjeux pour Benyamin Netanyahou, éclaboussé par plusieurs scandales de corruption. Et nous irons aussi sur place constater que la vaccination était au cœur de cette campagne électorale. Ce nouveau scrutin en Israël, encore un, car il s'agit du 4e en 2 ans. Pourquoi autant d'élections? Retour sur ces 2 dernières années d'instabilité politique avec Antoine Feneau et Nina Masson. 4 élections en 2 ans, illustration d'une instabilité politique dont Israël a bien du mal à sortir. Tout débute en novembre 2018 avec Avigdor Lieberman, ministre de la Défense, démissionne. Problème, il est membre de la coalition gouvernementale et son départ entraîne avec lui celui des 5 députés de son parti Israël Beitenu, la formation ultranationaliste. La majorité déjà fragile explose et le Premier ministre Benyamin Netanyahou doit se résoudre à organiser des élections anticipées. Je reviens tout juste d'une réunion avec les chefs des partis de la coalition. À l'unanimité, nous avons décidé de présenter une loi pour organiser des élections au début du mois d'avril. À la sortie des urnes, le Likoud de Benyamin Netanyahou et l'Alliance bleu-blanc, le parti du centriste de Benny Gantz, sont à égalité. 35 sièges chacun. Le président Reuven Rivlin charge le Premier ministre sortant de former un gouvernement. Après d'interminables négociations, c'est un échec. Le Parlement est à nouveau dissous et de nouvelles élections sont organisées en septembre. De nouveau, le Likoud et l'Alliance bleu-blanc sont au coude à coude. Et Benyamin Netanyahou est chargé de former un gouvernement. Il n'y parvient pas. Reuven Rivlin se tourne cette fois vers Benny Gantz. Malgré le soutien de certains membres des partis arabes, il échoue. Conséquence, le Parlement vote pour de nouvelles élections en mars 2020. En pleine pandémie, le Likoud a une courte avance, mais par le jeu des alliances, c'est Benny Gantz qui est chargé de former un gouvernement. Mais avec le Covid-19, l'heure n'est plus au calcul politique. À la surprise générale, ce dernier appelle à un gouvernement d'union nationale. Je voudrais, par la présente, m'adresser à tous mes partenaires politiques. Ce ne sont pas des jours ordinaires et ils obligent à des décisions extraordinaires. Par conséquent, comme je l'ai dit, j'ai l'intention d'étudier et de promouvoir de toutes les manières possibles la formation d'un gouvernement d'urgence nationale. S'ensuivent des jours de négociations. Benny Gantz et Benyamin Netanyahou s'entendent. Ils partageront le poste de Premier ministre, 18 mois pour l'un, 18 pour l'autre. La Cour suprême valide l'accord, mais c'était sans compter sur le vote du budget. Le 21 décembre, faute d'accord sur l'adoption de ce dernier, le Parlement est une nouvelle fois dissous et des élections convoquées. Alors pourquoi autant d'élections en 2 ans? Cécile Galuccio, merci d'être avec nous. Vous étiez notre correspondante en Israël pendant 3 ans. Vous avez couvert ces 3 dernières élections. Pourquoi le pays est-il encore une fois dans l'impasse? Alors c'est en partie dû au système électoral, c'est la proportionnelle intégrale. Alors sur les papiers, tous les partis sont représentés, c'est ultra démocratique, sauf qu'en pratique, on constate que ce n'est pas gérable, ce n'est pas tenable. Je vous ai préparé donc des infographies pour bien comprendre. Pour entrer au Parlement, chaque parti doit avoir au moins 3,25% des suffrages, ce qui correspond à 4 sièges. Et pour pouvoir former un gouvernement, il faut réunir la majorité absolue, qui est 61 sièges sur les 120 que compte la Knesset. Or, et c'est là tout le problème, jamais dans l'histoire d'Israël, un parti n'est parvenu seul à avoir le chiffre magique de 61 sièges. Il faut faire des alliances et souvent, en Israël, ce sont des alliances contre nature. Et c'est cette fragilité-là qui ne tient pas à chaque fois. Et peut-être que ces 4 élections ne sont pas les dernières. Il va y en avoir peut-être 5, 6, on ne sait pas. En tout cas, in fine, Israël va peut-être devoir repenser son système électoral. Alors Cécile, les enjeux pour Benyamin Netanyahou dépassent le cadre politique. Le Premier ministre devra se rendre à sa 3e audience le 5 avril prochain. Oui, tout a commencé pour lui. C'était le 21 novembre 2019. Benyamin Netanyahou est mis en examen. Alors,
s'en souvient, avec Antoine Mariotti, on était sur place, on a couvert donc cette actualité et ça avait fait l'effet d'une bombe dans le pays. Pourquoi ? Eh bien parce que jamais un Premier ministre en exercice n'avait été mis en examen. C'était une première. Immédiatement, Benyamin Netanyahou avait réagi, il avait dénoncé une chasse aux sorcières. C'est une ligne de défense qu'il n'a jamais quittée. Je vous propose de l'écouter. Nous assistons à une tentative de coup d'État contre un Premier ministre en exercice basé sur des mensonges fabriqués de toutes pièces, sur un processus d'enquête corrompu et biaisé. Je ne laisserai pas le mensonge triompher. Les enquêteurs n'étaient pas à la recherche de la vérité, ils en avaient après moi. Alors Cécile, que lui reproche-t-on exactement à Benyamin Netanyahou ? Alors, il est accusé de corruption, de fraude et d'abus de confiance. Dans le dossier le plus explosif, on lui reproche d'avoir favorisé les affaires du patron du groupe Bezeq, qui est un géant de l'Internet et des communications, en échange d'une couverture médiatique favorable dans les médias de ce patron. Dans un autre dossier, on lui reproche d'avoir accepté des cadeaux de la part d'hommes d'affaires puissants et riches. On parle de cigares, de bijoux, de champagne aussi pour environ 250 000 euros. D'un côté, ces affaires le fragilisent, on le sait depuis 39 semaines. La rue est dans la rue pour demander son départ. Tous les samedis, on voit dans les images. Et puis en même temps, dans les sondages, il apparaît comme encore et toujours le favori dans les sondages, l'homme fort. C'est vital pour lui de rester au pouvoir. Pourquoi ? Parce que cela lui confère l'immunité. S'il redevient, si je puis dire, simple ministre, il perd cette immunité et donc il devra se rendre et il devra d'abord démissionner et affronter la justice. Ce n'est pas pour rien que Benyamin Netanyahou est surnommé le magicien. Alors, la donne a changé, Cécile, avec l'arrivée d'une nouvelle administration aux États-Unis. Quelle est l'approche de Joe Biden vis-à-vis d'Israël ? Alors déjà, terminer les cadeaux en pagaille à Benyamin Netanyahou, c'était sous l'ère Trump. On se souvient de la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël. On se souvient de la reconnaissance du Golan et aussi que le fait que les colonies israéliennes n'étaient plus considérées comme étant illégales. Et puis, on le sait, Joe Biden a mis plus d'1 mois à appeler Benyamin Netanyahou lorsqu'il a été élu. On peut l'interpréter comme un signal fort, un changement de cap et même une mise en garde. Et en même temps, Joe Biden, c'est un fidèle ami d'Israël. On sait qu'il va adopter une politique pro-israélienne. S'il doit choisir un camp, ce sera le camp israélien, dans les deux camps que l'on connaît bien. Et puis les deux hommes se connaissent depuis longtemps. Il va certainement revenir à des positions plus traditionnelles, moins déséquilibrées que l'était Donald Trump. Et puis, il va s'aligner surtout sur le droit international. Il l'a dit aussi, il est question de renouer le dialogue avec les Palestiniens que Donald Trump a brisé sous son ère. Merci beaucoup Cécile Galuccio pour votre éclairage. Je rappelle que vous étiez avec Antoine Mariotti, notre correspondante en Israël pendant 3 ans et que vous avez couvert les 3 dernières élections. Merci beaucoup pour votre éclairage. À chaque scrutin, l'économie prend une place importante. Dans le contexte sanitaire, pour que l'économie reprenne, il fallait vacciner. Le Premier ministre israélien l'a fait, faisant de la vaccination un enjeu politique majeur. Près de la moitié de la population a déjà reçu au moins une dose, mais il reste des disparités. La communauté ultra-orthodoxe et la communauté arabe israélienne sont moins vaccinées que le reste du pays. Alors pour vaincre la défiance, chacun se mobilise. C'est un reportage signé Gwendoline Debono. Ce matin, le docteur Fadi Dakik et son équipe amènent le vaccin à ceux qui ne viennent pas à lui. Direction Sourbaer, village arabe à la sortie de Jérusalem. Dans cette communauté, les réticences sont encore fortes. On va apporter des vaccins dans cette communauté car on a peu de gens vaccinés là-bas. Beaucoup de gens ont encore peur du vaccin. Ils s'interrogent sur les effets secondaires. Je dois encore faire beaucoup de pédagogie. Les vaccins sont déchargés dans l'école de la ville. Fadi espère immuniser une centaine d'habitants aujourd'hui. Bnei Brak, plus grande ville ultra-orthodoxe au monde. Beaucoup ici appartiennent au mouvement hassidique, courant fondamentaliste du judaïsme. Le taux de vaccination est 20% plus bas que la moyenne nationale. Le responsable des questions de santé de la ville rend visite à Sari Davidovitz. Cet ultra-orthodoxe est le pilier du centre de crise anti-Covid installé dans la mairie.
Hier, j'ai demandé les numéros de téléphone des Hassidis qui ont été vaccinés et on cherche aussi les endroits où les gens n'ont pas reçu le vaccin dans ces communautés. Il y a moins de vaccination. On peut demander au rabbin David de leur donner une bénédiction pour les encourager. Sari a contracté le Covid sous une forme grave lorsqu'elle était enceinte. Depuis, elle ne ménage pas sa peine pour convaincre sa communauté de se faire vacciner. On appelle les gens, on colle des posters partout en ville. Mais le changement de comportement vient surtout quand il y a des cas dans les familles, les foyers. Et il y en a eu beaucoup. Ce qui pousse vraiment les gens à se faire vacciner, c'est ça. Constater que des proches sont malades. En fait, ce sont les morts qui ont un effet concret sur notre travail. Retour dans le village de Sourbaer. Fadi est déçu. Seules quelques dizaines de personnes sont venues se faire vacciner et le médecin sait pourquoi. Il y a beaucoup de choses sur les réseaux sociaux qui nous compliquent la tâche. Il y a des fausses informations sur les femmes notamment, des fake news à propos des effets du vaccin sur la fertilité et la grossesse. C'est vraiment le plus gros défi pour nous et on se bat sans cesse contre cela. Le médecin promet de revenir dans le village. 84% des Israéliens ont été vaccinés. Le chiffre tombe à 60% chez les citoyens arabes. L'objectif de Fadi, que sa communauté se vaccine autant que le reste du pays. Voilà, c'est la fin de cette émission spéciale consacrée aux élections en Israël. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette émission et tous nos reportages sur notre site internet france24.com en français, en anglais, en arabe et en espagnol. Du Grand Nord canadien jusqu'à Ushuaïa, toute l'actualité politique, économique, culturelle et sociale du continent américain. Cap Amérique, présenté par Elisabeth Alain, à regarder sur France 24 et france24.com. On est cette semaine à la Reinerie. Ce quartier, un des 3 qui forment le Mirail à Toulouse, est un monde à lui seul. Un monde dont Myriam voudrait saisir l'essence dans ses courts-métrages. Action! Dans Les Splendides, elle donne la parole aux meufs de Tess, ces jeunes femmes qui se sont façonnées dans les quartiers. Pas de quartier, à voir sur France 24 et france24.com. Retrouvez la météo avec les cafés Malongo, acteurs du commerce équitable. Chez Malongo, ce sont les petits producteurs qui font les grands cafés. Le cœur des hommes bat dans Malongo.